Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue ici à Sciences Po, grande et belle maison d'enseignement. Et nous sommes ravis, Georges Mayer qui n'est pas présent ici, Georges Mayer est le président fondateur de notre association Convoi 77. Les imprécisions, les inexactitudes sont des bases qui risquent fort d'alimenter le doute, la négation, les interrogations et par conséquent de fragiliser la confiance qu'on peut avoir dans le travail sérieux que font les historiens sur la mémoire de la Shoah. C'est pourquoi ce que vous faites tous, les enseignants et les élèves, les étudiants, est si important pour nous. Je voudrais donc remercier la direction de Sciences Po, à travers Madame Pierce, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui anime les projets collectifs. Je voudrais remercier également l'équipe des jeunes filles, jeunes femmes, qui nous a accompagnés tout au long de l'année. Projet qui a fait le choix de partir d'une approche individuelle pour en arriver à des éléments de connaissance plus généraux sur la Shoah, mais néanmoins, et conformément à ce que disaient des collègues précédemment, nous avons souhaité donner aux élèves, avant que le projet ne débute, le bagage scientifique et intellectuel nécessaire, évidemment, à ce projet. Nous nous sommes inscrits dans cette démarche induite par l'association Convoi 77 et nous nous sommes attachés à ce que dans le cadre de ce projet, les élèves puissent d'une part raconter la vie et le destin de ce jeune garçon, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi nous avons souhaité faire en sorte que chacun s'attache à raconter ce qu'il était en tant qu'individu et non pas simplement à raconter le processus d'arrestation, de déportation et d'extermination, donc à lui rendre une identité, y compris cette identité qu'il avait avant la guerre, avant la Shoah. Ça nous semblait être un élément fondamental. Et puis nous avons souhaité également, à l'occasion d'une visite que nous avons effectuée au Mémorial de la Shoah à Paris, rencontrer Daniel Bürg-Bechtel. Cette rencontre évidemment a été très riche en émotions et nous l'avions préparée avec les élèves. Elle nous semblait particulièrement intéressante car Daniel Bürg-Bechtel a fait partie de ce convoi numéro 77 et surtout parce qu'il a été lui-même arrêté à l'âge de 13 ans, le même âge que Bernard Goldstein, et dans le même lieu ou dans un lieu similaire à celui dans lequel a été arrêté Bernard, puisque Daniel a été arrêté dans l'un des centres de l'UGIF. Nous avons également souhaité faire en sorte que les supports soient diversifiés. On vous en parlera tout à l'heure puisque les élèves vous montreront l'exposition des œuvres qui sont situées un étage au-dessus. Nous avons également souhaité renforcer le lien entre l'école et le collège, en sorte que chacun puisse évidemment à son échelle s'engager dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. De la même manière, je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet puisque les élèves vous en parleront succinctement après mon intervention. Les premiers concernés, mais ils pouvaient aussi transmettre quelque chose à leurs camarades et pour cela nous avons choisi avec les élèves de produire des journaux, 2 numéros de journaux qui ont été diffusés à l'intérieur du collège et que les élèves ont entièrement imaginé et entièrement conçu. Je voulais aussi vous parler d'une production audiovisuelle que nous avons réalisée au cours de l'année, toujours en lien avec le projet. Nous avons souhaité, je le disais tout à l'heure, dans le cadre de l'engagement nécessaire de chacun dans la lutte contre les discriminations, faire en sorte que les élèves puissent réaliser et produire une vidéo qui est une sorte de cri du cœur. La biographie a été achevée il y a quelques semaines et elle a fait l'objet d'une publication sur le site du projet Convoi 77, mais nous avons aussi souhaité faire en sorte que la biographie soit publiée au format d'un petit livre que nous avons financé grâce à l'obtention de subventions et que ce petit livre, chaque élève puisse en avoir un. Au cours de l'année, le travail qu'ils avaient mené avait abouti à la publication d'un livre d'une histoire personnelle, mais en lien avec l'histoire globale, nous semblait être un élément extrêmement important. Je voudrais mettre l'accent dans cette communication un peu sur cette question d'écrire une vie
et une vie qui peut être extrêmement fugace comme celle d'Isaac, et à partir de pas grand-chose. Je pense en EMC cette fois, dans une salle d'informatique et qui travaille à partir simplement d'informations. Je leur ai donné des noms et alors mon principe, moi, pour tenter de les exciter un petit peu à la recherche, c'est de leur dire que on fait une enquête et qu'une enquête d'histoire, c'est comme une enquête de police. Il y a un crime et il faut remonter le fil. Donc on est parti du site du Convoi 77 et puis du mémorial de la Shoah. Alors là, ça a été mon travail à moi, ça a été de fournir des documents aux élèves sur ces camps du Loiret, qu'en fait, en tant que même professeur d'histoire, je connaissais très mal, et de découvrir avec eux, et presque en même temps qu'eux, l'horreur de ces camps dont on ignorait quasiment tout. Cet ouvrage d'Éric Conan qui s'appelle « Sans oublier les enfants », qui est fait de rapports, d'assistantes sociales, de médecins, de récits de gendarmes, qui est accablant. Et puis d'être confié ensuite à la pension Zisman, qui est une pension donc, qui est gérée par l'UGIF pour aller rapide. De séance en séance, on réécrivait les informations qu'on avait trouvées, qui étaient des informations factuelles, avec, je dirais, des fiches qui s'enrichissaient. Et chacune de ces séances au CDI étant suivie obligatoirement par l'idée qu'on fait un récit. Et l'idée, c'était d'améliorer aussi les compétences d'écriture de mes élèves. Et puis par ailleurs, des élèves qui ont pu aller se renseigner par eux-mêmes. Donc ici, une réponse du mémorial de la Shoah, avec tout un tas d'activités de sortie. Donc ici, travail au hall de la chanson. Le hall de la chanson, c'est une structure nouvelle qui se trouve au parc de la Villette à Paris, avec une conférence entre autres de Hélène Moucharzet sur la chanson et la chanson au service de la mémoire de la Shoah. Ici, on a retrouvé la pension Zisman. Tant qu'à faire d'optimiser les parcours, j'avais donné rendez-vous au sculpteur qui a sculpté le mémorial dédié aux enfants de la Varenne. Moi, j'ai des élèves qui sont de toutes origines et puis qui sont parfois aussi, et ça complique les déplacements, en fauteuil électrique et qui ont pu travailler donc avec le sculpteur sur ce mémorial qui est à double face, c'est-à-dire qui évoque à la fois les enfants sauvés et les enfants arrêtés, et cet enfant derrière, donc bloqué, c'est devenu pour nous le visage d'Isaac, puisque pour l'instant nous n'avons pas de photo de lui. Là encore, rencontre importante, on est allé visiter la synagogue qui était fréquentée par ces enfants et qui a été construite en 1935 à la Varenne. Un moyen peut-être aussi, pour des tas de raisons et dans des tas de dimensions, de montrer que oui, on peut emmener des enfants musulmans, des enfants agnostiques, des enfants adventistes du 7e jour dans une synagogue, et avec une rencontre qui s'est avérée passionnante et passionnée avec le responsable. Ils ne savent absolument pas que dans ce monument, il y a derrière cette plaque que vous voyez là, en fait, une urne qui contient des cendres de déportés. Alors après, on a pu travailler bien sûr sur les matériaux, les formes, le lisse, le plein, le déchiré, la violence, la fragmentation, etc. Travailler sur ce chemin qui mène à la mort, cette allée sans retour, pour reprendre la formule, me semble compliqué. Et c'est là que la collègue de lettres, après avoir fait travailler les élèves sur un certain nombre de textes littéraires, les a amenés, et elle l'a fait très très vite, je crois, en une séance d'une heure et demie, à rédiger chacun un poème qui pouvait prendre la forme d'un acrostiche ou d'autre chose. Est-ce qu'on laisse le travail des élèves et dans son inachèvement, avec ses maladresses, est-ce qu'on revient dessus? Si on est amené à reprendre le travail, qu'est-ce qu'on ajoute? Puis sur cette question d'écrit, cette écriture qui me paraît essentielle, et qui, à mon avis, doit être double, c'est-à-dire une écriture qui peut être littéraire, qui peut être personnelle pour les élèves, parce que c'est un moyen aussi de gérer cette brutalité. À la fin de l'année, il y aura 5 enfants allophones. Donc le collège a fait le choix qu'il y ait beaucoup de ces enfants. Alors, en fait, le projet, il est né en janvier l'année dernière. Il est né d'une rencontre. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà fait un projet l'an passé, donc on le présentait le 27 janvier dernier au ministère. Et là, était présent dans le public Patrick Bloch, dont la grand-mère et sa grande-tante, on l'a appris ce jour-là, avaient été déportés dans ce convoi. Donc comme on souhaite travailler avec les témoins,
qu'il y ait des petits-enfants d'autres archives que simplement les archives de Caen. Et bien tout de suite avec Clarisse, on a demandé si on pouvait travailler sur la famille, et Patrick Bloch a accepté en ayant au tout début une petite réserve en disant mais je vais en parler à ma famille, à mon père qui est encore vivant, qui est le fils donc, et à sa sœur pour savoir s'ils acceptent donc ils ont accepté. Donc on est arrivé devant les élèves et on leur a dit voilà, cette année donc vous êtes dans une classe à projet, on va travailler avec un comédien comme l'année dernière. Donc l'idée est de faire une pièce de théâtre de ce projet et on va travailler sur Lucienne et Denise Klotz, donc qui sont encadrés là, qui ont été déportés dans le convoi 77, donc le dernier grand convoi parti vers Auschwitz. Il fallait faire un petit peu cet art généalogique parce que c'était un peu complexe, parce que dans le même convoi se trouve également Georges, et 9 personnes en tout de la famille sont déportées par ce convoi. Donc voilà l'objet de notre enquête. Et alors on dispose, donc ça c'est les personnes qui ont été arrêtées. Au départ, on était parti sur 6 enfants qui étaient dans la pouponnière de Neuilly. Donc il y avait 6 noms d'enfants qui avaient été arrêtés déportés en juillet 1944. Et sur ces 6 noms d'enfants, seuls pour 2 d'entre eux, j'étais absolument sûr, non pas seulement d'itinéraire, parce que c'était quand même des enfants en bas âge, mais de la généalogie familiale. Ce qui fait que... Dernière étape, ça a été de collecter les biographies, donc avec des biographies qui étaient rédigées, avec même des élèves qui avaient continué à chercher, c'est-à-dire qu'ils avaient trouvé d'autres documents, la curiosité les avait poussés à aller regarder dans les différents ouvrages sur le génocide et différents témoignages. C'est comme ça que certains élèves avaient trouvé que dans le témoignage d'Hélène Baird, il était question également, alors pas directement mais implicitement, de Michel Varadi, puisque Hélène Baird s'était occupée à un moment donné de la pouponnière de Neuilly. Mais toujours est-il que ça a suscité en tous les cas une curiosité chez un certain nombre d'élèves et que ça a permis de développer en fait plus avant la rédaction de ces notices. Merci beaucoup, monsieur Bouloc. Alors, comme je dois partir juste après, si vous avez 2-3 questions. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. On a un petit temps pour des questions, si vous avez des remarques ou autres, des questions à monsieur Bouloc. C'est l'occasion pour marquer vraiment sur cette date très symbolique donc la mémoire de ce jeune collégien. Il avait 15 ans et demi lorsqu'il a été déporté à Auschwitz. Mais je voudrais surtout là maintenant en venir à... Enfin, je pensais que c'était important quand même d'évoquer ça pour effectivement redire ce qui a déjà été dit. C'est difficile, je pense, pour un jeune collègue qui n'a pas forcément la connaissance déjà des faits, qui sont quand même extrêmement compliqués, des mécanismes qui sont très compliqués. C'est vrai que lorsqu'on a déjà étudié ces questions à travers plusieurs projets avec les élèves, ça apporte une certaine facilité, une certaine aisance, notamment surtout vis-à-vis des documents d'archives que l'on connaît déjà et qu'on peut plus facilement proposer aux élèves, parce que c'est vrai qu'il a le danger, c'est d'avoir des élèves qui soient totalement noyés par la masse d'archives et plus vraiment savoir par quel bout il faut prendre des documents. Et donc là, c'est vrai que c'est important déjà en amont de préparer cette étape. Le but du projet est d'écrire la biographie de Bernard Goldstein, qui est un déporté juif. Et du coup, on a aussi expliqué dans notre projet, dans notre journal, qu'on a rencontré Daniel Urbechtel lors d'une sortie. Et que Daniel Urbechtel a, comme l'indique le titre, un petit peu un destin croisé avec Bernard Goldstein, parce qu'ils sont tous les deux âgés du même âge lorsqu'ils sont déportés, et qu'ils ont tous les deux été déportés au même endroit. Alors cette œuvre, en tout sens, ça représente un cycle au fur et à mesure de discrimination des juifs, ce que les juifs ont enduré. Donc, par exemple, en premier, le statut des juifs, ensuite l'interdiction, là il y a les rafles, là entre guillemets avec ce jeu de mots, les juifs qui se font entre guillemets dévorer, c'est ça on peut le dire par la mesure, la rencontre entre Hitler et Pétain, et
et aussi l'entreprise avec Goebbels. Donc voilà, ça forme entre guillemets un cycle autour de l'étoile, l'étoile qui est éclatée, fragmentée, éclatée. Merci beaucoup.